Vous écoutez Inside the Nord, podcast concentré sur les activités de la LNH, propulsé par Dump & Chase Media. Bienvenue à tous à cette première édition de Inside the North, un podcast qui est concentré sur les activités de la Ligue nord-américaine propulsé par Dump & Chase Media. Mon nom est Jérôme Lévesque, je vais être le hôte de ce podcast. Et cette semaine, en fait, on va parler de quelques transactions qui ont eu lieu dernièrement. Une grosse signature qui a eu lieu. Puis aussi, on va faire un retour là, sur les équipes en ce moment où on se situe avec le classement et tout ça après 3 semaines d'activité. Donc pour commencer, on va y aller avec la première chose qui est les 3 étoiles de la semaine. Donc on voit les 2 gardiens des Marquis de Jonquière, Alex Bureau et Tristan Berube qui se partagent la première et la deuxième étoile, ainsi que Anthony DeLuca qui est la 3e étoile là, des Pétroliers de Laval. Donc on va commencer avec Anthony DeLuca là, qu'est-ce qu'il lui a mérité là, c'est cette mention pour cette semaine. Ben, l'attaquant des Pétroliers de Laval là, a quand même là, été en mesure d'aller chercher là, 4 buts lors du match là, face au Cool FM de Saint-Georges. Et en ce moment, là, DeLuca a un total de 8 buts et 5 en seulement 5 parties là, cette saison. Donc ça va quand même assez bien du côté de Anthony DeLuca. Là, on s'en attendait. Là, lui qui était là l'année passée avec les Pétroliers. Et puis il y a eu un incident qui avait fait en sorte qu'il a quitté là, pour l'Europe. Mais là, il est de retour cette année. Et honnêtement, là, on s'en attendait là, qu'il allait faire des ravages là, dans la Ligue nord-américaine. Et puis il ne nous fait pas mentir de ce côté-là. Du côté de Tristan Berube, ben, on parle d'une prestation là, quand même assez importante. Là, 35 arrêts sur 36 tirs là, lors du match de samedi dernier face à l'Assuranza de Thetford Mines avec un pourcentage d'efficacité là, de 972. Donc, c'est très, très bon. Et puis, Alex Bureau, ben, un peu la même chose. On a repoussé là, 40 des 41 tirs là, face au 3L vendredi dernier au centre Premier Tech avec avec un pourcentage d'efficacité de 976. Donc vraiment, là, c'est ce qui fait en sorte que les Marquis de Jonquière ont été en mesure d'aller récolter là, la première victoire de la saison. Là. Ils ont remporté leur première et deuxième victoire de la saison là, la fin de semaine dernière face au 3L et à l'Assurantia. Donc juste une petite mention là, spéciale là, de ce côté-là là, pour les 3 étoiles de la semaine. Maintenant, si on y va côté transaction, il y en a une que je vais parler qu'on pourrait considérer comme une transaction mineure, mais qui peut amener là, d'autres questionnements à se voir là, de ce côté-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Là? On parle d'une transaction entre le Cool FM de Saint-Georges et le bataillon de Saint-Hyacinthe. Donc, le Cool FM a envoyé les droits de Francis Boisvert, le gardien Francis Boisvert, en retour des droits du défenseur Anthony Lavoie du côté de Saint-Georges. Et puis Saint-Georges a annoncé là, également la signature de Lavoie là, hier. Hier, on parle de jeudi le 23 octobre. Donc, Anthony Lavoie là, qui va se rapporter là, du côté du Cool FM de Saint-Georges. Là, on mentionnait là, dans un communiqué lors de l'annonce de la signature qui devrait être en uniforme en fin de semaine. Maintenant, du côté de Francis Boisvert, la petite analyse que je peux faire de cette transaction-là est la suivante. Francis Boisvert, là, pour ceux qui suivent un peu plus là, la Ligue nord-américaine ainsi que la Ligue Senior 3A du Québec, Boisvert avait signé là, avec les Bucks de Bellechasse là, dans le Senior 3A. Et puis dans le communiqué là, des Bucks de Bellechasse, on mentionnait que Boisvert là, avait l'intention de faire le saut là, dans la Ligue nord-américaine. Donc c'est un peu pour ça là, que je veux en parler. Si le fait que Saint-Hyacinthe vont chercher Francis Boisvert, sachant qu'il a dans l'intention de faire le saut de la Ligue nord-américaine, la question qui se pose maintenant est la suivante. Est-ce que l'aventure de David Richer avec le bataillon serait terminée? Parce que selon moi, si Boisvert fait vraiment le saut du côté de la Ligue nord-américaine, c'est pas pour enlever le poste à Zachary Boutillier. Si on regarde là, le niveau déclassement des gardiens, je pense pas que Boutillier a rien à s'envier, a rien à se reprocher. C'est-à-dire là, du côté de ses performances. Là, Boutillier là, a quand même une moyenne de BLO de 3 points sur les 17 cette saison en ce moment, mais a quand même un pourcentage d'arrêt de 895, qui est quand même considéré comme bon. Quand on se rapproche du 900 là, du côté de la Ligue nord-américaine de hockey, il faut se le dire, là, c'est un bon pourcentage d'arrêt. Tandis que David Richer, ben, c'est plus compliqué. Là.
On a une moyenne de buts alloués de 6,18 avec un pourcentage vérifié de 844. Donc, est-ce qu'on veut fouetter un peu les choses côté du bataillon pour s'assurer d'avoir un duo de gardiens qui va pouvoir les aider là, à retrouver le chemin du succès, là, parce qu'on va en parler lorsqu'on va faire l'évaluation du classement là, actuel dans la Ligue nord-américaine. Mais le bataillon, là, avec les signatures qu'on a eues de ce côté-là, avec en défense, surtout en défensive et tout ça, puis avec les arrivées de Simon Després, l'arrivée de Maxime Saint-Cyr, les arrivées de Philippe Sanchez, Gabriel Desjardins et tout, là, on s'entendait probablement à un début de saison un peu mieux que ça. Donc, de qu'est-ce qu'on a en ce moment. Donc, est-ce que Francis Boisvert va venir brouiller les cartes, puis ça va faire en sorte que l'aventure de David Richer pourrait se terminer là, avec le bataillon de Saint-Hyacinthe? Ça va être à voir. Je dis pas que c'est ça, mais sachant que l'intention de Francis Boisvert cette saison, là, lorsqu'il a signé dans la Ligue senior 3A, c'est pour se remettre en condition pour pouvoir faire le saut dans la Ligue nord-américaine. Ben, de voir que Saint-Hyacinthe vont le chercher, je pense qu'il y a peut-être un signe là, à voir de ce côté-là que c'est une éventualité, c'est une possibilité qu'on veut trouver un remplacement à David Richer là, qui, en ce moment, ne performe pas comme on l'espérait là, du côté de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est un peu ça. C'est une transaction qui est, à ce point de vue-là, de base, on pourrait voir que c'est une transaction mineure, mais ça pourrait cacher là, bien d'autres choses là, de ce côté-là, là, surtout du côté de Saint-Hyacinthe. Maintenant, une autre transaction qui a eu lieu, qui a fait un peu plus jaser, c'est la transaction entre les pétroliers de Laval et puis le bataillon de Saint-Hyacinthe, encore une fois. Donc là, Laval qui met la main sur le défenseur Marc-Olivier Creveille-Morin et le pugiliste David Lacroix qui fait un retour où que tout a commencé dans la Ligue nord-américaine, c'est-à-dire à Laval. Et Saint-Hyacinthe reçoit Loïc Léveillé, Danick Calgaro et un choix de deuxième ronde en 2026. La question est plus de les pétroliers qui échangent Loïc Léveillé. Honnêtement, je pense pas qu'on s'attendait à ce que c'est quelque chose qui allait arriver. Mais d'un autre côté, je pense que Laval a toujours été reconnu comme une équipe qui avait énormément d'offensives, mais que la défensive est un peu plus compliquée. Et avec Marc-Olivier Crevier-Morin, ben, on va chercher un défenseur qui est plus stay-at-home, qui est vraiment là, focusé sur son jeu défensif. Fait que je pense que ça comble un besoin qu'on avait là, de vraiment d'avoir une défensive qui va être solide, puis qui va donner le moins d'espace possible là, à l'équipe adverse là, de ce côté-là. Tandis que Loïc Léveillé, Loïc Léveillé va retrouver là, un Dominique Talbot-Tassi, qui a joué avec là, un bon bout avec les pétroliers et puis dans la Ligue d'hockey-ball aussi. Là. La Ligue nationale d'hockey-ball, c'est un de ses coéquipiers. Et la même chose là, en Maxime Saint-Cyr, qui est coéquipier de Loïc Léveillé là, dans la Ligue nationale d'hockey-ball. Donc, est-ce que ça peut être un autre spark, si on veut, du côté du bataillon pour justement là, alimenter cette offre, pour pouvoir donner là, un peu plus d'offensive, puis de pouvoir là, donner le ton dans un match? Parce que le bataillon en ce moment, c'est pas une équipe qui donne le ton en tant que tel. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait là, régler tout ça? Je pense que ça ne peut qu'aider, ça ne peut pas nuire. Là. L'arrivée de Loïc Léveillé là, à Saint-Hyacinthe, là, je pense pas que c'est quelque chose qui va nuire, mais tout au contraire, ça ne peut que aider. Et puis, bon, Danick Calgaro est un joueur d'énergie. Là, peut-être que Saint-Hyacinthe vont vouloir l'avoir pour donner un peu un break à Zachary Gravel qui fait que Zachary Gravel, mais on s'entend qu'ils ont quand même été chercher là, Maxime Chagnon là, du côté de Saint-Georges durant l'été, qui est un autre joueur d'énergie également, puis l'on a nommé capitaine en plus. Donc, ça va être à voir. Je pense que c'est une espèce de donner une identité au bataillon qui est un peu perdu de vouloir être une équipe qui est dure à jouer contre. Donc, l'arrivée de Danick Calgaro pourrait aider de ce côté-là. Dieu sait, il connaît mon opinion sur ce joueur-là. Mais il faut commenter la transaction là, en ce moment. Là, donc, je pense que c'est quelque chose là, qui peut là, nécessairement là, être quelque chose là, qui pourrait être une bougie d'allumage du côté du bataillon pour essayer de remonter de la pente. Parce que c'est pas, comme je disais là, tout à l'heure, c'est peut-être pas le début de saison là, qu'on espérait là, de leur côté. Ou sinon, ensuite, là, c'est les deux transactions vraiment que je voulais parler pour cette semaine. Il y a une transaction qui est passée un peu sous le silence là, entre les Marquis de Jonquière et l'assurance de Tedford Mines. Là. On parle d'une transaction là, qui envoie là, les droits de Mathis Barry vers Jonquière. Et puis, du
du côté de Thetford Mines, là, on reçoit là, un choix de 8e ronde en 2026 de Jonquière. Donc, c'est une transaction là, qui, de mon côté, passe un peu sous le silence, mais c'est quand même bien là, de le mentionner, de voir pour ceux qui veulent suivre un peu plus tout ça là, de ce côté-là. Donc, voilà. Et la grosse nouvelle de cette semaine, côté signature, qui est tombée là, il y a quelques jours, ou même, je pourrais même dire quelques heures, là, c'est la signature de William Dufour du côté du National de Québec. William Dufour là, qui évoluait là, du côté de la KHL là, tout dernièrement. Et un attaquant là, du côté de, un attaquant là, qui va vraiment aider le National de Québec. On se souviendra là, de son parcours là, durant la Coupe Memorial là, avec les Sea Dogs de St. John's là, qui était incroyable. Et puis c'est ça. Donc avant son arrivée là, avec la nationale, eh bien, Dufour là, avait disputé 7 matchs dans la KHL, n'avait récolté que 3 points. Donc, je crois que c'est ce qui fait en sorte qu'il a décidé là, de revenir là, au Québec, tout simplement. Mais on se souviendra de sa dernière saison avec les Sea Dogs, là, avait récolté 116 points en 66 matchs. Ce qui est quelque chose là, quand même d'exceptionnel. Là. Donc, est-ce que ça peut. Donc, de ce côté-là, là, on va en reparler dans le classement, là, qu'on y devient. Là. Mais le National de Québec commence à avoir un club. Là. Autant que l'année passée, on se disait que c'était peut-être pas l'équipe sur papier qui était énorme et qui avait beaucoup de temps partiel. Ceux-là qui pouvaient faire la différence étaient beaucoup plus temps partiel. On parle des Pierre-Cédric Labrie, des Francis Paré. Puis on pourrait mettre Alexandre Picard là, un petit bout là-dedans. Maintenant, on sait là, qu'il est l'entraîneur-chef et le directeur général. Donc, puis William Dufour à 6 pieds 3, là, c'est un jeune attaquant qui est. Je veux pas dire qu'il est fait sur mesure pour la Ligue nord-américaine, mais il a le gabarit pour se démarquer dans la Ligue nord-américaine. Fait que, tu sais, c'est un joueur qui vient vraiment à temps plein, puis qui va agréer qui va s'ajouter là, au Pierre-Luc Veillette, au Benjamin Lagarde, qui en ce moment là, font tout feu, tout flamme. Puis, même côté de Samuel Blanchette, qui est une surprise, selon moi, cette année, là, de son côté, là, qui se retrouve là, dans les meilleurs pointeurs de la Ligue. Donc ça, ce trio-là, si on peut un peu dynamiser là, les deux autres l'autre trio, là, c'est-à-dire si on peut ramener une espèce de Yannick Riendo avec le OU, puis avec Chapu, je dis le OU, mais même là, honnêtement, si tu peux avoir un Michael Chaput et puis William Dufault qui sont là à temps plein, qui complète un trio avec Yannick Riendo, ils peuvent avoir là, 2 à 3 lignes là, solides. Là, du côté. On peut avoir de 2 à 3 lignes. Là. On parlerait d'un top 6 solide du côté du National de Québec. On pourrait même avoir un top 9. Là, on pourrait même parler d'un top 9 là, quasiment là, du côté du National. Donc ça va être à voir. Mais grosse signature là, du côté du National qui fait jaser un peu dans le sens que là, on se pose la question. Il y a des questions qui se posent au niveau de justement là. C'est Saint-Hyacinthe qui amène des Simon Després. Puis, après ça, le William Dufault qui s'amène avec le National de Québec et tout ça. Là, c'est sûr que la discussion, le discours et puis je dirais le débat des équipes qui sont en région éloignée. Là, on parle de Jonquière, on parle de Rivière-du-Loup. On pourrait mettre Thetford puis Saint-Georges dans un sens, mais c'est sûr que tu sais, Thetford, Saint-Georges, Québec, c'est un peu le même territoire, entre guillemets. Mais c'est ça. Donc là, la question se pose, est-ce que des grosses signatures comme ça pourraient, entre guillemets, tuer des clubs dans la Ligue? Moi, personnellement, de mon côté, je pense que la réponse est non. Je pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment là, faire mal à la Ligue en tant que telle. Pour le moment, au contraire, je pense que ça va simplement là, donner un peu plus de crédibilité à la Ligue là, de ce côté-là pour pouvoir amener des joueurs de même. C'est un couteau à deux tranchants. Dans le sens que oui, c'est sûr que ça te donne encore là, l'histoire de bon, ben, ces clubs-là vont être plus avantagés à cause de leur connexion, leur situation géographique, etc., etc. C'est sûr que la discussion va toujours avoir lieu tant si longtemps que la Ligue va exister. Tant si longtemps qu'il va y avoir des équipes qui sont plus éloignées, c'est sûr qu'il va y avoir cette discussion-là. Mais de mon côté, je pense que si on veut, il y a un effort collectif qui est fait pour vouloir donner un peu plus de crédibilité à la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, t'as pas.
C'est plate, parce que c'est sûr que, tu sais, il y a des gars comme Rivière-du-Loup, Jonquière, que c'est peut-être pas des destinations de choix à cause du voyagement et tout ça. Mais en même temps, c'est un mal nécessaire pour amener justement d'autres joueurs qui seraient peut-être intéressés à dire, ben écoute, ces gars-là, c'est des joueurs de talent, c'est des joueurs sensés, c'est des joueurs qui veulent pas, qui ont joué du gros calibre de hockey, puis qui s'en vont jouer dans cette ligue-là, puis ils aiment ça. Fait que c'est juste de donner l'opportunité aux joueurs québécois de ne pas être obligés de s'exiler en Europe pendant une dizaine d'années pour pouvoir jouer du hockey de calibre, puis du hockey de qualité là, au Québec devant leur famille. Fait que, selon moi, la transaction de William Dufour, c'est juste une continuité de cet effort-là, de donner une crédibilité à la Ligue. Puis je pense pas que ça va tuer des clubs, mais c'est sûr que la question va toujours se poser au niveau des clubs plus éloignés là, de ce côté-là pour d'attirer. C'est quoi le travail qu'on a à faire pour attirer des gars de la trempe de William Dufour dans ce calibre-là, dans ces équipes-là. C'est sûr qu'il y a un travail plus gros vu que c'est des marchés plus éloignés. Puis c'est des marchés que peut-être que l'enveloppe de la paye est peut-être un peu moins attrayante. Donc, tu sais, ça veut pas dire que c'est toutes les équipes qui ont les mêmes budgets côté paye, tout ça. Puis, il faut que tu composes avec la distance. Donc, c'est un débat. C'est un débat, ça, je l'accorde. Mais selon moi, je pense pas que ça peut nuire. Au contraire, ça peut juste aider au niveau de la ligue, là, de ce côté-là. Donc, on s'attaque maintenant au classement général. Si on regarde le classement général, là, je pense qu'il y a des surprises. Je pense pas qu'on s'en allait de voir Saint-Georges et Rivière-du-Loup avant et dernier. Mais faut en parler. Là. On va parler de Laval. Laval, là, ça, c'est, je pense, s'il y a une équipe qui est pas surprenante, c'est bien Laval. Là. On est loin d'être surpris avec l'alignement qu'ils ont et tout ça. On est loin d'être surpris de les voir premiers au classement là, avec 4 victoires et une défaite pour un total de 8 points en 5 matchs. La surprise en ce moment est probablement le National de Québec, mais encore une fois, qu'est-ce qui les amène à être surprenants comme ça? C'est la production de Pierre-Luc Veillette, Samuel Blanchet et puis Benjamin Lagarde. Quand on parle de Pierre-Luc Veillette en 5 matchs, on parle de 11 points. Samuel Blanchette, on parle de 9 points en 5 matchs. Et Benjamin Lagarde, on parle de 8 points en 5 matchs. Je pense pas qu'on s'entendait à ça de ce côté-là. De Luca, on parle de 10 points en 5 matchs, donc quand même. Au niveau des meilleurs pointeurs. Là. Je pense pas qu'on s'entendait à ça là, du côté de la Ligue nord-américaine de hockey, de voir là, 3 joueurs du national là, dans le top 10. Mais c'est une belle surprise, selon moi. De ce côté-là, là, je pense que c'est une belle surprise là, de voir le national là, deuxième. Là. Puis c'est tant mieux, parce que je pense qu'ils en ont besoin là, pour pouvoir là, justement là, rattirer le monde là, à l'aréna de l'ancienne Lorette, là, au complexe sportif. C'est Bonaire, je me trompe pas. Là. Fait que c'est sûr que ça ne peut que aider là, d'être au deuxième classement là, avec 3 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Si je ne m'abuse, qui fait 7 points. De ce côté-là, Sorel Tracy des champions les champions en titre, qui sont troisième, égalité avec l'assurance de Thetford Mines. Ce qui fait qu'ils sont troisième, c'est qu'ils ont un match en main. Donc à 6 points, là, 3 victoires, 2 défaites. L'assurance de Thetford Mines, là, qui sont quatrième. Jonquière, là, avec leurs 2 victoires de cette semaine, avec leurs 2 victoires de la fin de semaine dernière, ça les met au 5e rang à 5 points en 4 matchs. Donc 2 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Saint-Hyacinthe, c'est là. T'sais, on a 5 matchs de jouer, on a une victoire, une défaite, et c'est 3 défaites en prolongation. Je veux pas dire le côté de déception, là, mais je pense qu'on a un petit peu on s'attendait peut-être un peu plus d'un Maxime Saint-Cyr là, qui a un début de saison qui est considéré là assez standard, 3 buts, une passe là, en 5 matchs, donc 4 points. Je pense qu'on s'attendait peut-être un peu plus de Maxime Saint-Cyr, mais c'est un peu pour ça, je crois, qu'on a fait là, les transactions là, qu'on a faites là, dernièrement, là, les 2 transactions qu'on a parlé en début de podcast. Donc ensuite, si on regarde là, du côté de Saint-Georges, ben Saint-Georges, je pense que c'est un peu l'effet de la saison de l'élimination de l'année dernière. Là.
en première ronde face au National qui fait encore effet, qui est encore une espèce de douche d'eau froide là, du côté de Saint-Georges, qu'il va falloir là, vraiment leur remonter l'adversité et tout ça, puis pouvoir là, démontrer. Là, c'est pas le Cool FM qui était parti sur une séquence, je me trompe pas, c'est de 10 ou 11 victoires consécutives là, en début de saison l'année dernière. C'est sûr qu'il y a juste 4 matchs de jouer. On s'entend, là? Du côté de Saint-Georges, là, il y a seulement 4 matchs de jouer. Donc, tout est encore permis. C'est encore tôt pour dire qui va finir où, là. Mais de mon côté, là, du côté de Saint-Georges, je pense que ça va être c'est pas une équipe qui est en reconstruction dans le sens qu'on a tous les éléments pour gagner, mais c'est d'apprendre à gagner. Je pense qu'on est rendu là avec ce groupe-là, c'est d'apprendre de comment gagner puis de jouer dans l'adversité. Puis, en même temps, si on a l'adversité tout de suite, au lieu de l'avoir juste à la fin de saison, ça peut peut-être forger justement le caractère là, qu'il avait besoin l'année passée, qui a fait en sorte là, que le National a été en mesure là, de les éliminer là, en première ronde. Et bien, les finalistes des 2 dernières années, les 3L, qui se retrouvent là, en bas de classement après 6 matchs là, de jouer. On a 2 victoires et 4 défaites. Bon. Pour ce qui est des 3L, écoute, c'est l'équipe locale, donc c'est l'équipe que je peux le mieux analyser, que je peux potentiellement le mieux analyser. Honnêtement parlant, là, on va sûrement me parler que c'est habituel avec les 3L, les débuts de saison sont toujours plus ralentis ou quoi que ce soit. Je suis d'accord, sauf que l'année passée, lorsque le bilan de saison a été fait, on a parlé qu'on voulait finir 4e pour avoir l'avantage de classe. Ce qui n'avait pas été le cas, on avait fini 5e, si je ne me trompe pas. Là, cette année, tu sais, les années passées, on pouvait dire qu'il y avait plusieurs nouveaux joueurs. Le noyau n'était pas constitué, puis la chimie, etc., etc. Là, cette année, on peut pas dire qu'il y a plusieurs nouveaux joueurs. C'est beaucoup de retours cette année, tout ça. Je m'explique mal. En réalité, je vais le dire, là, je m'explique vraiment, mais vraiment mal le début de saison de 3L qu'on a en ce moment. On a gagné le match d'ouverture 2-1 en prolongation face au bataillon de Saint-Hyacinthe. Parfait, correct, on gagne le match d'ouverture. On peut rien dire. Pardon, on peut rien dire contre ça. Mais on s'en va jouer après ça à Québec. On perd quoi, 3-0? 3-1, 3-0? On n'est pas en mesure de compter contre Québec. J'ai un peu de misère à m'expliquer ça. Mais ça, c'est ouais, on a perdu 3-1. J'ai un peu de misère à expliquer la défaite. Je pense que c'est sûr qu'on a perdu contre la Gagnon en cours de match. Suite à la mise en échec de Pierre-Cédric Labrie face à Jordan Lepage, qui était. C'était douteuse, on peut dire. Que moi, je trouvais que c'était un coup à la tête, mais c'est passé. Puis Jordan Lepage est toujours là, il n'est pas blessé, il n'est pas parti pendant un bout de temps. Fait que on peut passer par-dessus. Puis Coda Gagnon, ben, voulant défendre son défenseur, il s'est blessé un peu dans le combat, donc ce qui fait en sorte qu'il n'a pas joué de la game, du restant de la game. Fait que c'est sûr qu'on perdait un défenseur à ce moment-là, donc ça peut peut-être expliquer des choses, mais quand même. Après ça, on revient à la maison, on défait les éperviers de Sorel-Tracy 5-2. Un match qui peut avoir une saveur de vengeance, mais on s'entend, c'est la saison régulière, c'est une nouvelle saison. Je suis pas d'accord à dire que c'est une vengeance, mais ça reste que ça l'adoucit un peu la défaite qu'on a eue là, au 6e match en 9e prolongation. Après ça, on va jouer le match dimanche à Laval. Un dimanche après-midi, on perd 3-0. Puis c'est un match là, que honnêtement, c'est un match qui découle un peu de ce qu'on a vu en fin de semaine dernière du côté des 3L. De mon côté, c'est depuis le dimanche à Laval, on dit qu'il pourrait avoir là, un virus qui cause, ce qui fait que les joueurs peuvent être moins en forme ou quoi que ce soit. Pas, c'est un virus, c'est un virus. Fine, mais. Il y a le mais là, que je vais expliquer. Là. Vendredi dernier, face au Marquis de Jonquière, je vais être
je l'avais déjà mentionné que ce podcast-là, ça va être un podcast qui va avoir des opinions, puis je vais donner vraiment mon opinion puis ma vision des choses. Je vais être plat. Je sais qu'il y a probablement des gars d'équipe qui vont soit suivre ou écouter, ou ben donc ça va se parler ou quoi que ce soit. Je vais être plate. Je vous le dis tout de suite, les gars, là, je vais être plate. Je vais être plate là-dessus, là. Mais vendredi dernier, c'est le match le plus plate que j'ai pu avoir vu dans la ligue nord-américaine, là, du moins des 3L à domicile. Là. C'est le match le plus plate que je peux avoir vu là, depuis que je suis ça, en fait. Non. Des mises en échec, des bons coups d'épaule ou quoi que ce soit, il n'avait pas. Des 3L depuis 3 matchs. C'est un peu la même histoire à Sorel. Là. Depuis le match contre Laval, là, les 3 derniers matchs, c'est des matchs qui, selon moi, se jouent sans émotion. On est loin de l'identité qu'on s'était donné du underdog qui va travailler du début jusqu'à la fin, qui va piocher pour aller chercher les points qu'on a. On est conscient, là. Je suis très conscient que les 3L n'a pas l'équipe sur papier qui est bourrée de talent. On n'a pas les Joël Caron, les Brandon Ablin, les mythes, les De Luca, les Saint-Cyr, tout ça. Name-les. Name-les, là, les joueurs qui sont de talent exceptionnel dans cette ligue-là. On n'a pas ça à Rivière-du-Loup. On va se le dire tout de suite, là. On a des bons joueurs. On a des bons joueurs, c'est sûr, mais on n'a pas des talents d'exception. Ça, je suis bien d'accord, mais on s'était quand même donné le mot d'ordre de jouer que d'avoir la mentalité de we can beat everybody. Okay? On peut battre n'importe qui. Mais des 3 derniers matchs, là, c'est pas ça que je vois. Honnêtement, là, c'est. Tu sais, faut falloir faire de quoi. Puis, c'est l'avantage numérique. S'il y a bien une ligue qui joue sur les unités spéciales, c'est bien la ligue nord-américaine. L'avantage numérique ne peut pas continuer de même. L'avantage numérique ne peut pas continuer de même à Rivière-du-Loup. Là. Honnêtement, ce que tu as en ce moment entre les mains, là, être Eric Haley en ce moment, là, et puis Fabien Dubé en ce moment, là, j'ai ma formation de l'avantage numérique là, qu'on a des mains. Là, je te chiffonne ça, puis je te mets ça aux poubelles, puis on recommence à zéro. Là. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Puis il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je sais pas si c'est même à 5 contre 5, tout, là, il faut qu'il y ait un changement. Là. Parce que on peut pas se permettre de commencer une autre saison puis de se dire, ben, c'est un début de saison lent, c'est dans les habitudes de 3L, c'est normal. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord en ce moment de dire que c'est normal parce qu'on n'a pas rajouté 75 nouveaux dans l'équipe. Le noyau et les joueurs qui sont là, ça fait 2-3. Ça va faire un. Tu sais, ça va faire 2. Ou ça va être la 2e ou 3e saison là, qui jouent ensemble. Je peux pas croire que c'est une histoire qu'ils sont pas habitués avec eux autres. Là. On pouvait prendre ce fait-là les 2 dernières années. Les 2 derniers débuts de saison, je peux comprendre. Il y a une chimie qu'il faut qu'ils se crée et tout ça. Là. Mais là, cette année, on peut pas reprendre ça. Ça peut pas être ça le raisonnement du fait que en 6 matchs, on a 2 victoires. Ça peut pas être que c'est des joueurs qui doivent s'habituer. Ça peut pas être ça. Il y a d'autres choses, puis il faut le corriger, ces d'autres choses-là. C'est plate, mais c'est ça. C'est la réalité de les choses. Il y a bien des joueurs qu'il va falloir qui step up. Là. Parce que dans les 3 derniers matchs, là, c'est dole. Faut que je le dise de même, c'est dole. C'est dole à voir aller. Fait anyway, en fin de semaine, c'est le temps. Ils ont la chance de se reprendre. Ils ont la chance de pouvoir faire ce step-là pour faire en sorte qu'on arrive à la fin de l'année puis que le bilan de fin de l'année, on se dise pas, bon, on voulait l'avantage de la glace, finalement on l'a perdu parce qu'on a eu un mauvais début de saison. Il faut que ça change là. Puis on a la chance. C'est un home à home. On joue contre Saint-Georges là, vendredi à Saint-Georges. Ouais, vendredi à Saint-Georges, qui est aujourd'hui. Là, le podcast est enregistré là, vendredi. Donc, on joue à Saint-Georges vendredi, puis on joue à Rivière-du-Loup samedi contre Saint-Georges. C'est le temps. C'est le temps, avec un home à home, de mettre la switch. Là. C'est là que ça part. Parce que c'est des points qu'on perd qui font en sorte que à la fin de l'année, t'as pas l'avantage de la glace. Puis tu le veux. Puis je pense qu'on est rendu là, du côté des 3L, normalement, après deux finales de suite.
puis de faire en sorte que ton équipe, cette année, la majeure partie de ton noyau des 2 dernières années est revenu, ben je pense que là, c'est le next step, c'est d'avoir l'avantage de la glace. Puis d'avoir l'avantage de la glace, mais il faut que tu ailles un début de saison. Tu sais, faut que tu sois quand même bon constamment sur 36 matchs, mais il faut que ton début de saison soit bon. Tu peux pas te permettre d'avoir une équipe qui est pratiquement pareille, qui s'est rendue en finale des 2 dernières années, puis de dire qu'on a un mauvais début de saison parce que c'est le début de saison, il faut se réhabituer. Ça s'explique mal. Ça s'explique mal, puis c'est pas la faute des gardiens. Les gardiens font le travail à merveille là, du côté de Rivière-du-Loup. Si on regarde les chiffres d'Olivier Roy et d'Étienne Monpetit, Olivier Roy, c'est une moyenne de but alloué de 2,74 avec un pourcentage d'efficacité de 925. Étienne Monpetit, c'est un 2,95 avec un pourcentage d'efficacité de 914. C'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Quand tes goalers arrêtent 90% des shots qu'ils reçoivent, 90% et plus des shots qu'ils reçoivent, le problème n'est pas devant le filet. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble du groupe. Faut trouver une manière de pouvoir débloquer puis d'arrêter d'échapper des matchs. Puis la manière pour les 3L, c'est pas dur, non. C'est travailler. C'est de travailler parce qu'on n'a pas le talent brut. Je peux pas, tu sais, on n'a pas le talent brut superstar que d'autres équipes ont, qui fait en sorte qu'on peut se permettre de dire, ben, on va jouer plus mollo, on va en mettre dedans pareil. On n'a pas ce luxe-là. Fait qu'il faut piocher. Il faut piocher du début jusqu'à la fin. C'est carrément ça. Fait que, écoute, les choses sont dites. Ça va être à voir, là, si on va rebondir de ces 3 défaites-là en ligne du côté des 3L en fin de semaine. Et on a la chance de le faire à partir de ce soir. Déjà, ce soir, à partir de 20h, là, du côté du centre de la Croix-du-Til. Puis demain, au centre Premier Tech à 19h30. Contre la même formation. Donc, ça va être de voir comment on va répondre à ça. Je comprends qu'il peut y avoir des virus et tout ça, mais ça reste que on se doit d'avoir une équipe là, qui veut performer là en avant de nous, puis qu'on veut supporter, parce que, tu sais, on peut pas dire que les partisans de Rivière-du-Loup ne supportent pas leur équipe, c'est pas vrai. Faut juste voir comment ils vont rebondir. C'est le début de saison, c'est sûr que, tu sais, il y a 6 matchs de jouer, il en reste 30. Ça a le temps de changer en masse, ça a le temps de revenir sur le droit chemin en masse, mais il faudrait pas attendre trop longtemps si on veut l'avantage, pour avoir l'avantage de la glace. Faut pas attendre trop longtemps, puis il faudrait pas jouer des fins de semaine comme qu'on a joué en fin de semaine dernière trop souvent, parce que l'avantage de la glace, on l'aura pas. Puis ça va juste nuire à l'équipe, ça va juste nuire au fait d'arriver en série avec la confiance, tout ça. Fait que c'est un peu ça mon point de vue du côté des 3L en ce moment en 6 matchs. Qu'est-ce qu'on peut en faire de l'analyse de ce côté-là? Faut falloir qu'il y ait une spark qui décide d'allumer puis qui allume sur du long terme. Il faut juste falloir que la clutch départ, la clutch start, puis une fois que la clutch va être startée, on va être correct. Mais faut qu'elle starte assez vite. Fait que c'est un peu ça. Donc, premier épisode qui se terminerait. J'ai pas vraiment d'autres sujets. On aurait pu parler du fait de la mise en échec de Kevin Auger sur Olivier Mathieu là, il y a 2 semaines. De derrière qui mérite juste un match de suspension, alors que selon moi, ça en mérite beaucoup plus que ça. Mais bon, c'est passé. On pourra revenir là-dessus bien longtemps, mais là, c'est plus d'actualité. Il n'y a personne qui n'a fait un cas. Ça n'a pas fait de cas non plus à nulle part. Fait que, c'est mon opinion. Mon opinion, je pense que c'est plus qu'un match, mais bon, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, là, l'analyse que je peux faire là, en ce moment. Ce côté-là. C'est sûr que, attendez-vous que mon contenu du podcast, pour côté analyse, si on veut, soit un peu plus explicatif au niveau des 3L, puisque c'est l'équipe locale, donc c'est l'équipe que je vois le plus. C'est normal, c'est comme ça. Mais c'est sûr qu'on va quand même là, faire le tour là, tout partout là, dans la ligue en tant que tel à chaque épisode. Donc je vous remercie à tous d'avoir été des nôtres. On se revoit la prochaine fois. Tout dépendant. Si la semaine prochaine, il y a encore beaucoup de sujets qu'on pourrait parler, des grosses signatures, des choses qui se sont passées en fin de semaine, on reviendra. Mais sinon, là, on va peut-être garder ça là, pour faire là, des podcasts, plus qu'il y a des grosses affaires là, qui vont se passer là, de ce côté-là. Donc sur ce, merci à tous d'avoir écouté.
Tout commentaire, là, si vous voulez, là, laissez vos commentaires là, dans la section commentaires là, sur la vidéo YouTube ou encore sur la page Facebook de Dump and Chase Media. Gênez-vous pas, allez-y. C'est toujours bien apprécié. Un petit like, un petit follow. Suivre la page, aimer la vidéo, partager. Toujours apprécié. Fait que là-dessus, je vous remercie à tous et on se revoit la prochaine fois.